Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail comment on fait un plan de communication. Je vous invite à me suivre avec la feuille de consigne pour le plan de communication que vous devez faire, soit la feuille que je vous ai donnée lors du cours du 19 janvier, c'est-à-dire celle-ci. Elle est aussi accessible sur Moodle pour ceux qui l'auraient égarée. Donc cette feuille est détaillée et présente déjà plusieurs des étapes dans la conception d'un plan de communication. Dans un premier temps, c'est quoi un plan de communication? En fait, c'est très simple, c'est la méthode que l'on utilise pour concevoir sa stratégie de communication. Dans votre cas, c'est la méthode ou la marche à suivre pour faire la promotion de la conférence de votre chercheur associé le 27 avril. Il n'y a pas une façon unique de concevoir un plan de communication. Les auteurs proposent différents modèles, mais au final, la plupart d'entre eux finissent par se rejoindre. Moi, le modèle que je vous demande de suivre est le modèle que j'utilise moi-même dans ma pratique professionnelle. Par expérience, je me suis rendu compte que c'était le plus simple et le plus efficace. Donc, le modèle prend peu de temps à concevoir et permet d'offrir de bons résultats. La méthode que je vous propose est en grande partie basée sur l'ouvrage Le plan de communication de Bernard Dagenet. Donc, le livre ici que vous pouvez acheter si vous le désirez, mais sinon, il est aussi disponible à la réserve du cours. Donc, s'il y a une étape que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes qui vous semble un peu plus floue, je vous invite à consulter cet ouvrage. Alors, comment concevoir un plan de communication en 10 étapes? La première étape, c'est de définir son mandat. Ça, ben, c'est une étape quand même assez simple. Il suffit de répondre à la question: quel est le mandat qui vous a été confié? Cette première étape est essentielle parce qu'avant de commencer à travailler dans le vif du plan de communication, il faut se questionner sur l'origine du mandat. Quel est le problème à résoudre et quel est le défi auquel vous faites face? C'est la base, bien définir son mandat permet de bien s'enligner pour la suite des choses. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'analyser la situation de départ. Une fois le mandat déterminé, vous devez dresser un portrait de la situation. Quels sont les faits saillants et les données fondamentales? Dans cette étape, on regroupe et on indique toutes les informations qu'on a à notre disponibilité. Par exemple, c'est quand l'événement, c'est où et à quelle heure, la salle comprend combien de places, est-ce qu'il y a un accès à Internet, avons-nous un budget, si oui, combien. Si c'est une conférence, c'est qui la personne qui fait la conférence, quelles sont les informations que nous avons sur cette personne et sur le thème de la conférence. Cette étape permet de regrouper dans un premier temps toutes les informations essentielles, mais aussi de vérifier s'il y a certaines informations manquantes. Dans ce cas-là, on s'informe pour compléter notre analyse de la situation. Par exemple, si c'est un plan de communication pour un organisme, on peut demander à celui-ci s'il a des informations supplémentaires. Par exemple, un historique de l'organisme, les projets réalisés dans le passé, euh, les projets à venir dans l'année, les noms et coordonnées des principaux administrateurs, etc. Souvent dans cette étape, si le mandat est d'organiser une conférence, on rencontre le conférencier ou la conférencière pour obtenir plus d'informations sur son parcours personnel et professionnel et sur le sujet de sa conférence. Ensuite, la troisième étape, c'est définir ses objectifs. Une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce que vous visez exactement? Quels sont vos principaux objectifs? Dans le cas d'un événement comme une conférence, est-ce que c'est, par exemple, c'est d'attirer le public pour remplir la salle? Est-ce qu'on souhaite attirer les médias pour obtenir une couverture de l'événement afin d'avoir un plus grand rayonnement? Si on regarde plutôt dans le domaine commercial, l'objectif, ça pourrait être d'influencer, ça pourrait être de redorer l'image de la compagnie ou encore de faire la promotion d'un nouveau produit. En politique, l'objectif pourrait être d'influencer l'opinion publique ou encore de provoquer un changement de comportement. Donc, les objectifs dépendent bien sûr directement des deux étapes précédentes, soit la définition de son mandat et l'analyse de la situation de départ. Ensuite, la quatrième étape, c'est celle de déterminer son public cible. Demandez-vous à qui vous voulez vous adresser. Généralement, il faut éviter d'avoir des cibles trop vastes et trop nombreuses.
quoique il y a toujours des exceptions. Par exemple, si vous faites un plan de communication pour un député, afin de montrer que votre objectif est de démontrer que celui-ci travaille fort et obtient des gains pour la circonscription, alors le public cible pourrait effectivement être assez large, par exemple l'ensemble des électeurs de la circonscription. Si plutôt c'est le chef d'un parti politique, à ce moment-là, le public cible, ça pourrait être l'ensemble des électeurs du Québec. Par contre, généralement, on essaie plutôt de limiter ces cibles, question de prioriser les personnes que l'on peut réellement atteindre et ne pas trop s'éparpiller. Dans un tel cas, on risquerait de passer dans le vide et de rejoindre personne. Donc, comment on fait pour cibler son public? C'est assez simple. La première question à se poser, c'est ça risque d'intéresser qui? Par exemple, une conférence je vais prendre l'exemple d'une professeure qui enseignerait en soins infirmiers, puis qui voudrait tenir une conférence pour présenter ses plus récentes recherches. À ce moment-là, le public cible, ça pourrait être les infirmières de la région qui désirent en apprendre davantage sur leur profession pour continuer à améliorer leur pratique professionnelle. Une autre cible, ça pourrait être les étudiants en soins infirmiers. Si par exemple, aussi c'est une recherche d'une infirmière sur l'autisme, disons, ben l'une de nos cibles, ça pourrait être les parents d'enfants vivant avec l'autisme. Donc, comme vous pouvez voir, on peut avoir plusieurs cibles. C'est important de bien les indiquer et les distinguer les unes des autres, car les moyens pour les rejoindre ne seront pas nécessairement les mêmes. Ensuite, si on passe à l'étape 5, c'est définir son axe de communication. Ici, faut se questionner sur qu'est-ce qu'on veut dire à sa cible. Que voulez-vous qu'elle retienne? Rappelez-vous que l'axe de communication est l'idée essentielle de laquelle découleront tous vos messages. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de vos communications. Pour vous aider dans cette étape, vous avez un texte à lire de Motzowski et Vézina qui est disponible sur Moodle. Ensuite, étape 6, c'est planifier sa stratégie. À cette étape, on sait ce que l'on veut, à qui on veut le dire, mais on ne sait pas encore comment le dire. Ça, c'est le rôle de la stratégie. Il faut s'adapter au milieu et trouver les bons outils pour influencer le comportement ou l'attitude de votre cible. Autrement dit, dans cette étape, on détermine quelle est sa stratégie pour influencer le comportement de sa cible ou encore pour promouvoir l'événement qu'on organise. C'est le moyen de, c'est le moyen de choisir ça va être quoi. Excusez-moi, c'est le moment de choisir ça va être quoi nos moyens. Donc, est-ce que par exemple on envoie un communiqué de presse? Si oui, à quel média? Dans chaque média, c'est qui le journaliste qu'il faut contacter? Bref, c'est qui le journaliste le plus susceptible de reprendre et diffuser notre communiqué? Parmi les autres moyens, voulez-vous organiser par exemple des interviews? Et si oui, avec quel journaliste? Allez-vous acheter de la publicité? Si oui, dans quel média? Concevrez-vous des affiches pour promouvoir l'événement? Si oui, on indique à quel endroit elles seront posées. Utiliserez-vous les médias sociaux pour promouvoir l'événement? Si oui, lesquels et comment seront-ils utilisés? C'est important de spécifier les moyens, ce n'est pas toujours lié aux médias. Ça peut être par exemple de contacter directement certaines personnes qui pourraient être intéressées par l'événement. Par exemple, si c'est l'événement d'une organisation, on peut contacter les membres de celle-ci ou encore les personnes qui ont déjà assisté aux activités passées de l'organisation, si celle-ci a eu la bonne idée de prendre en note les coordonnées des personnes présentes. Un autre moyen, ça peut être les listes d'envoi de courriels. Si je reprends l'exemple de tantôt avec la conférence d'une infirmière, on peut demander au syndicat des infirmières de l'hôpital de Rimouski d'envoyer une invitation par courriel à tous ses membres. Un autre moyen, ça pourrait être de passer de classe en classe au cégep et à l'université lors des cours en soins infirmiers pour inviter directement les étudiants. Bref, les moyens sont nombreux, mais il faut sortir des limites de la sphère médiatique. Aussi, c'est important de mentionner, pour chaque moyen qui fait partie de sa stratégie, on mentionne c'est qui la cible qui est visée. Ainsi, à la fin, on peut s'assurer que toutes les cibles qu'on avait déterminées au point 4 seront bel et bien rejointes. Si on passe maintenant à l'étape 7,
Donc, l'étape 7, c'est de l'élaboration de sa stratégie et de ses outils. C'est dans cette étape qu'on élabore les différents outils nécessaires pour mettre en application son plan de communication. Bref, on rédige le communiqué de presse, on conçoit la fiche promotionnelle, on fait la page Internet, si celle-ci fait partie de sa stratégie. On conçoit les médias sociaux, par exemple une page Facebook pour l'événement. On conçoit le fichier de presse avec les coordonnées des journalistes à contacter. Si on veut remettre un dossier de presse lors de l'événement, ben c'est aussi à cette étape qu'on conçoit celui-ci. Ça peut être une bonne idée à cette étape-ci de se faire précédemment un calendrier pour être certain de bien gérer son temps. L'étape 8, c'est celle de la mise en application de sa stratégie. Donc, alors, à cette étape, on applique sa stratégie. Donc, on envoie le communiqué aux médias. On pose nos affiches, on contacte les journalistes, on active notre stratégie avec les médias sociaux, on envoie nos invitations personnalisées, etc. L'étape 9 maintenant, c'est celle du suivi de sa stratégie jusqu'au jour J. Donc, on réagit à ce qui se produit. Par exemple, on s'assure que les communiqués sont bien diffusés. Si on reçoit des demandes d'entrevue, on se prépare adéquatement à celles-ci ou on prépare le porte-parole de l'organisation. Dans le cas d'une conférence que l'on organise, par exemple, ça serait de préparer à ce moment-là le conférencier ou la conférencière. Vous allez avoir des lectures au volet 7 sur comment bien se préparer à une interview. C'est aussi durant l'étape 9 qu'on fait ce qu'on appelle une veille médiatique. Bref, comme je l'ai dit tantôt, durant la veille médiatique, on s'assure que notre message passe bien dans les médias. Aussi, on regarde ce qui se passe dans les médias sociaux et on vérifie si on parle de nous quelque part sur Internet. Pour ce faire, il y a différents outils qui existent. Par exemple, Google Alert, un outil qui permet de créer des alertes si on parle de son organisation, par exemple sur Internet. Dans le cas d'une conférence, on pourrait créer une alerte Google avec le nom de du conférencier. Donc, à ce moment-là, à chaque fois que le nom du conférencier est mentionné quelque part sur Internet, ben, ça nous envoie une notification. On peut alors vérifier si c'est positif ou négatif. Et si c'est négatif, réagir au besoin. Mais ça peut être aussi tout simplement de s'assurer que l'information est bien transmise et bien relayée. Par exemple, si quelqu'un mentionne telle date, il va avoir une conférence super intéressante, mais qu'il se trompe dans l'heure ou le local, ben à ce moment-là, on peut vérifier et corriger le tir au besoin. Aussi, pour faire la veille médiatique sur les réseaux sociaux, il y a des outils qui peuvent vous aider à surveiller tout ce qui se passe. Je pense au programme Sismic, entre autres, qu'on va voir dans le volet 6. Sinon, pour la veille médiatique, vous allez aborder cette question dans différentes lectures au cours de la session. Cette étape comprend aussi votre rôle lors du déroulement de l'événement, si vous en avez un. Le rôle du responsable des communications pendant un événement, ça peut être par exemple d'accueillir les médias ou encore de présenter le conférencier. Enfin, si je passe à l'étape 10, qui est la dernière, c'est celle de l'évaluation et du bilan. C'est une étape qui est quand même importante et qui est parfois négligée. Or, c'est pendant cette étape qu'on relève qu'est-ce qui a bien fonctionné, mais aussi qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ça permet d'améliorer ses futurs plans de communication. Aussi, c'est souvent à cette étape qu'on fait une revue de presse afin de montrer les résultats de son travail à son employeur. On va aborder la question de la revue de presse au volet 7. Donc, voici la recette que je vous propose pour réaliser un bon plan de communication en 10 étapes. Vous, dans votre travail de session, vous allez avoir réalisé les 7 premières étapes. Maintenant, pour compléter mon exposé, je vous invite à lire 3 textes. Premièrement, celui de Motulski Vizina qui va vous aider pour l'étape sur comment déterminer le bon axe de communication et les bons moyens à utiliser. Le texte de Kali, pour sa part, va vous aider à mieux comprendre l'univers des médias. Le texte de Dambour est vraiment sur le fichier de contact que vous devez réaliser dans votre plan de communication.
Vous avez aussi deux ressources Internet à consulter sur comment concevoir une affiche promotionnelle. Donc, à la suite de tout ça, vous allez être prêt pour amorcer votre plan de communication. Au plaisir!